candidats à la réparation valvulaire sont les patients qui ont des insuffisances aortiques à valve bicuspide ou tricuspide, avec ou sans anévrisme de la racine aortique ou de l'aorte ascendante. Alors plus particulièrement chez les gens jeunes, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui un sujet jeune? C'est globalement quelqu'un qui a moins de 75 ans, ou en tout cas moins de 60 ans, le seuil d'implantation des valves mécaniques, ça de façon certaine. Les contre-indications à la réparation valvulaire aortique, c'est les sténoses valvulaires avec dégénérescence calcifiante de l'ensemble de la valve. La présence d'une calcification n'est pas forcément une contre-indication à une réparation valvulaire, tout particulièrement si c'est une calcification qui est localisée à un rafet sur une valve bicuspide qu'on pourrait réséquer de manière localisée. Voilà. Après, la situation un peu intermédiaire dans laquelle on va se trouver, c'est les maladies aortiques chez des sujets jeunes qui sont souvent étiquetés comme des bicuspidies et qui sont en fait très souvent des valves unicuspides. C'est des patients qui se présentent avec une maladie aortique, soit à prédominance fuyante, soit à prédominance sténosante. Et à l'échographie, on retrouve deux rafets et elles sont étiquetées souvent à tort des bicuspidies, mais en fait ce sont des valves unicuspides. Là, on peut discuter deux options en fonction de l'âge et en fonction du désir du patient. S'il ne veut pas de valve mécanique, à ce moment-là, on peut soit faire une plastie aortique de reconstruction qui va consister à bicuspidiser ces valves unicuspides, ou alors qui utilise des patchs de reconstruction, ou alors faire une intervention de Ross, là encore s'il n'y a pas de désir de valve mécanique, parce que chez le sujet jeune, la valve mécanique reste quand même un problème majeur avec, dans les plus grandes séries de méta-analyses, un taux de complications thromboemboliques de l'ordre de 2% par patient et par an, ce qui fait en taux cumulé une morbidité significative associée à une mortalité d'équivalent et à peu près équivalente de l'ordre de 2% par patient et par an, ce qui là encore sur des échéanciers de 20 ans chez des gens jeunes ou 30 ans ou 40 ans arrive à des taux qui sont relativement rédhibitoires et qui nous font pousser dans la recherche chirurgicale pour essayer de trouver des alternatives au remplacement valvulaire et essayer d'être le plus conservateur possible. Importante, c'est de savoir s'il faut anticoaguler des patients chez qui on enregistre dans les fonctions mémoire des stimulateurs ou des défibrillateurs des arythmies atriales. C'est une question importante parce que c'est très fréquent. On sait qu'à peu près 30% des patients qui ont des stimulateurs ou des défibrillateurs ont des arythmies atriales dans les fonctions mémoire. Alors, on a un certain nombre d'études qui nous montrent qu'à partir de cut-off parfois différents, ça peut être 6 minutes pour certaines, ça peut être 24 heures pour d'autres. En tout cas, quand on a des arythmies dans les fonctions mémoire, on a plus de risques de faire des embolies systémiques et des AVC, et tout cela, c'est significatif. Pour l'instant, la question qui se pose, et on n'a pas encore la réponse, c'est de savoir si en anticoagulant ces patients, eh bien, on va réduire ce risque de faire des événements thromboemboliques. On a, à partir de ces études sur les risques en fonction de la durée des arythmies, un certain nombre d'orientations et certaines études stratifient en fonction du score de Schatzewasc. La réponse qu'on pourrait donner, c'est que pour l'instant, je crois qu'on doit stratifier en fonction du score de Schatzewasc. Les patients qui ont un score de Schatzewasc élevé et qui ont des arythmies atriales qui durent longtemps, avec des charges d'arythmie de plus de 24 heures, à ce moment-là, je pense qu'il faut les anticoaguler. Ensuite, les patients à score de risque intermédiaire, des Schatzewasc à 1 ou 2, là, il faut probablement que ces charges soient beaucoup plus importantes pour qu'on les anticoagule. Il y a des études en cours, il y a une étude qui s'appelle Artesia, qui va probablement nous donner la réponse de savoir si en les anticoagulant par un AOD, eh bien, on va diminuer le risque thromboembolique. Vous voyez que c'est des questions qui sont posées, on n'a pas tout à fait encore la réponse, on a des orientations, il est probable qu'il faut les anticoaguler quand ils ont des Schatzewasc élevés. Pour nous, 2016 sera d'essayer de travailler sur les alternatives à la réadaptation pour tous ces patients qui ne viennent pas en réadaptation pour diverses raisons, afin de les aider à effectuer leur prévention secondaire de la meilleure façon. En ce qui concerne l'insuffisance cardiaque, on va attendre les progrès
sur une plus large série de patients de l'expérimentation CARMAD, car on en est au tout début et c'est vrai que cette innovation représente un formidable espoir, mais aussi un challenge très important avec un projet qui est totalement révolutionnaire et à l'encontre des assistances actuellement implantées qui sont plutôt et qui vont dans la miniaturisation. Donc clairement, c'est quelque chose de tout à fait novateur. En plus, comme tout le monde sait, c'est une innovation française et donc nous allons suivre ça de très très près. Nos objectifs, c'est le développement et la vulgarisation de la cardiologie en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, par l'éducation de la population à la prise en charge des risques cardiovasculaires. Nous avons un grand objectif de formation des cardiologues, parce que nous avons maintenant 60 cardiologues. Nous voulons en former plus pour qu'en l'an 2020, nous soyons à 100 cardiologues. Alors aujourd'hui, particularité, nous avons lancé un nouveau stent aujourd'hui, un drug eluting stent qui s'appelle Orsiro, qui est le premier stent hybride, qui permet en fait avec, comment dirais-je, 2 drogues associées, de permettre un traitement optimisé pour les patients. 2016 sera aussi l'année de la télécardiologie. On lance aujourd'hui un nouveau système de télécommunication, le Cardio Messenger Smart, que vous pouvez voir ici. C'est un appareil que nous remettons aux patients qui reçoivent une prothèse implantée, type pacemaker, défibrillateur, synchronisateur. Donc, ce système va permettre d'envoyer directement à l'hôpital des informations. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Cardio Online, au cours des Journées européennes de la Société française de cardiologie 2016, le professeur Laurent Fauchier, qui est professeur de cardiologie au CHU de Tours. Et on va évoquer avec lui un certain nombre de problèmes concernant la fibrillation atriale asymptomatique et notamment certains points d'actualité particulièrement intéressants. Alors notamment, concernant cette fibrillation atriale asymptomatique, il se pose un certain nombre de problèmes sur le plan de la stratégie thérapeutique. Qu'en est-il? Faut-il les traiter? Et si oui, comment? Alors on peut distinguer 2 problèmes. Il y a le problème rythmologique et il y a le problème du risque thromboembolique. La première partie, c'est faut-il envisager des stratégies antiarythmiques? La réponse est plutôt non, puisque les traitements anti-arythmiques, c'est pour soigner principalement les symptômes et qu'on n'a jamais démontré qu'on améliorait le pronostic en soi. Les antiarythmiques, les médicaments sont associés à un surrisque, ils sont modestement efficaces, d'où l'intérêt de ne traiter que les patients symptomatiques pour en obtenir un bénéfice. En termes de médicaments ralentisseurs, là encore, de manière presque un peu inattendue, on n'a pas forcément intérêt à être très agressif en termes de ralentissement de la fréquence ventriculaire, parce que le bénéfice n'est pas manifeste si le patient n'est pas très symptomatique. Et puis il y a le problème ou la possibilité envisagée dans d'autres cas de fibrillation atriale d'ablation. Eh bien, ça ne concerne pas les patients qui sont asymptomatiques. Actuellement, là encore, on a un bénéfice simplement sur les symptômes, d'où l'intérêt pour ces procédures parfois complexes ou agressives de ne pas réaliser d'ablation, là c'est à peu près certain. Alors on peut juste, peut-être une nuance pour les médicaments antiarythmiques, c'est de se dire quelqu'un qui est jeune, actif, même s'il n'est pas symptomatique, peut-être qu'il le deviendrait au décours. Donc c'est peut-être là où, dans certains cas, on peut envisager néanmoins l'instauration d'un traitement antiarythmique, mais sinon, pas de stratégie antiarythmique pour les fibrillations atriales asymptomatiques. Très bien. Et donc par contre, se pose la question de l'anticoagulation qui est probablement indiquée. Est-ce qu'il y a des particularités? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces fibrillations atriales asymptomatiques? C'est là qu'est le risque, donc c'est à ça qu'il faut s'attaquer, prendre en charge le risque thromboembolique de ces patients qui peut être significatif. Comment on l'évalue avec le score Schatzvask? Les symptômes ne sont pas dans le score Schatzvask, les symptômes ne font pas la gravité du risque thromboembolique, donc il faut revenir à cette stratification. Et quand on a un score Schatzvask à 1 ou plus chez les hommes, 2 ou plus chez les femmes, ça relève d'un traitement anticoagulant oral, quel qu'il soit, quel qu'en soit le choix. Avec peut-être une particularité pour le patient asymptomatique, c'est qu'il sera peut-être moins sensible ou moins volontaire pour un traitement anticoagulant, qu'il considérera un peu peut-être comme une sanction parfois, d'autant qu'il ne sent rien. Donc il faut prendre un peu plus de temps pour bien expliquer au patient qu'il y a un risque thromboembolique qui est significatif, qu'il y a un bénéfice à le traiter, que le pronostic est là
et que l'absence de symptômes ne fait pas l'absence de risque. Donc probablement un peu plus de temps pour le médecin à passer pour faire passer ce message qui est le plus important pour ces patients-là. Pour les convaincre. Pour les convaincre. Hein. Et puis, les progrès technologiques aidant, on a un certain nombre de patients qui sont équipés de pacemakers avec des fonctions enregistreurs, des fonctions Holter, qui permettent de découvrir des épisodes de fibrillation atriale, là encore, par définition, je dirais, asymptomatique. Quelle doit être l'attitude vis-à-vis de ces découvertes lors des analyses des enregistreurs des boîtiers de pacemaker? Alors c'est un problème qui vient relativement fréquent. Ça peut concerner 10% des patients avec pacemaker. Ça peut aller jusqu'à 30% avec des moniteurs type Reveal après accident vasculaire cérébral où on retrouve plus de patients. Et pendant longtemps, on a pensé que ces épisodes correspondaient à de la fibrillation atriale à prendre en charge comme toutes les autres. Et là, on aurait l'intuition qu'il faut un traitement anticoagulant. Alors la première étape a été de démontrer que, en effet, lorsqu'on fait de la fibrillation atriale asymptomatique dans une prothèse électrique, il y a un surrisque d'accident vasculaire cérébral au décours qui est multiplié par 2 ou 3. On pourrait se dire donc, bénéfice à un traitement anticoagulant. Et là, de manière un peu étonnante, la seule étude que l'on ait pour le moment n'a pas montré de bénéfice à traiter par anticoagulant les patients avec une fibrillation atriale découverte fortuitement dans une prothèse. Donc peut-être que le rationnel de l'étude était critiquable, c'est-à-dire qu'ils ont eu le mérite d'initier le traitement anticoagulant lorsqu'il y avait de la fibrillation atriale, mais peut-être aussi à tort d'interrompre le traitement anticoagulant lorsqu'il n'y en avait pas, et c'était peut-être ça l'erreur, mais toujours est-il qu'il n'y a eu strictement aucun bénéfice à adapter la stratégie antithrombotique à ces arythmies découvertes dans les pacemakers. Donc à ce jour, même si ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est ainsi, cette fibrillation atriale n'entre pas dans la définition atriale, la définition conventionnelle qui est sur un électrocardiogramme 12 dérivation ou un Holter, donc pas de modification de stratégie, peut-être un monitoring plus intense, essayer de documenter de la fibrillation atriale par des moyens conventionnels. D'accord, et donc j'imagine que des études sont en cours sur ce sujet, puisque finalement c'est une occurrence assez fréquente. Il y en a quelques-unes, peut-être surtout avec l'idée d'initier le traitement anticoagulant plutôt que de l'interrompre. Vous savez que quand même avec les molécules nouvelles que l'on a, l'instauration et le suivi d'un traitement c'est tout de même plus simple et c'est moins pénalisant pour le malade, donc c'est peut-être plus facile d'envisager un traitement au long cours parce que le problème n'est pas tellement la fibrillation atriale que l'oreillette malade. Le problème c'est l'oreillette malade qui est à risque thromboembolique indépendamment du fait qu'elle soit en fibrillation atriale ou qu'elle ne le soit pas. On en revient à ce concept que le risque thromboembolique est fait d'une oreillette malade, peu contractile, qu'il faudra anticoaguler, plutôt qu'au profil de la fibrillation atriale, de ses récidives ou de ses symptômes. Merci Laurent Fauchier. Merci beaucoup.